À part. À part. Bienvenue sur À part. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur À part, nous avons décidé de croiser les points de vue. Nous sommes là pour discuter, pour débattre aussi sur les communautés. Et pour ça, nous accueillons Franck Foucret, auteur et membre de la communauté franc-maçonnique, et de Christophe Granjas, microbiologiste et membre de la communauté scientifique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Pour ceux qui n'avaient pas encore suivi nos découvertes sur ces deux communautés, je vous invite bien sûr à aller vous abonner sur nos réseaux. Et puis on va commencer directement sur un point sur les communautés et surtout un point qui vous rassemble, savoir discuter et puis débattre autour de connaissances communes. Alors on peut dire que vous travaillez en quelque sorte tous les deux dans la recherche finalement, Christophe sur la microbiologie et puis vous, Franck, sur les symboles. Comment est-ce que vous vous réunissez pour en discuter ? On va peut-être commencer avec Christophe. Comment ça se passe les réunions dans une communauté scientifique ? Dans la communauté scientifique, les réunions, c'est toujours des moments très ouverts de discussion. Généralement, il y a différents types de réunions. Et si je regarde plus par rapport à un type de réunion qui est vraiment, à mon avis, la réunion la plus scientifique, c'est la réunion d'avancée de projet. Où généralement il y a tout un ensemble de personnes qui sont avec des compétences différentes, mais également des niveaux d'expertise différents. Ça va de la personne qui réalise l'expérience, technicien, ingénieur, à la personne qui dirige la recherche, c'est-à-dire qui est plus dépositaire de la thématique ou même responsable du financement des projets. Les discussions généralement sont assez fluides et on commence toujours par une description des faits en fait, on va dire. C'est-à-dire on décrit les expériences, les résultats qui ont été obtenus et ensuite on essaie de les interpréter. Donc là encore au niveau très technique, pourquoi une expérience n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour qu'on obtienne le résultat validant une hypothèse qui a été faite, mais c'est également aussi discuter au niveau du concept, c'est-à-dire est-ce que l'expérience qu'on a voulu faire avec le résultat qu'on a obtenu était l'expérience à faire, et là c'est peut-être plus les personnes qui sont en charge de la gestion du projet, de l'organisation du projet, qui présentent plutôt leur point de vue par rapport aux autres personnes qui ont présenté plus d'un point de vue technique. Voilà. Et vous, Franck, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ça se passe à peu près pareil. Comment est-ce que ça se passe, vous, vos réunions ? Nos réunions, oui, les réunions s'appellent des tenues chez nous. Enfin, on a deux types de réunions. On a la réunion quand l'on fait en loge fermée, avec tous les membres de la loge. Et puis on a des réunions d'instruction à chaque degré, chaque grade, où là, la parole est ouverte, on échange, il y a un instructeur qui est là. Et le but, c'est de travailler sur les symboles du grade. Voilà, ça, ce sont les deux types de réunions. En revanche, les tenues, là, ça répond à un rituel très précis. C'est un petit peu comme ça fait une codification extrêmement précise. Lorsqu'elle démarre, c'est un texte à lire en fait, et qui peut durer jusqu'à une demi-heure. Là, ça laisse assez peu libre cours à l'imagination ou à la fantaisie. Tout est très codifié là. Il suffit de suivre, quoi. C'est toujours la même chose. Mais on ne le vit jamais de la même manière, comme un comédien sur scène qui va faire le même texte pendant des années, mais qui ne vivra jamais deux fois la même pièce. C'est le but du jeu, d'ailleurs. Et j'imagine que quand on travaille souvent avec les mêmes personnes sur un même sujet ou une même thématique de travail, il y a souvent des désaccords peut-être. Comment vous les gérez, ces divergences ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table pour dire que maintenant c'est comme ça et pas autrement ? Ou est-ce qu'il y a toujours une phase de discussion entre tout le monde ? Franck peut-être ? Oui. Il y a souvent des désaccords, bien évidemment, mais ce sont des désaccords qui résultent de différences de point de vue. Et c'est important parce que quand on prend conscience que notre opinion est souvent le résultat d'un point de vue, il suffit de changer de point de vue pour changer d'opinion, ou du moins si c'est pas en changer, c'est faire évoluer. Et si c'est pas faire évoluer, c'est au moins comprendre que quelqu'un d'autre pense différemment. Et je pense que le travail maçonnique est avant tout un travail de tolérance, pour pouvoir petit à petit prendre le recul par rapport aux choses, les envisager sous des angles absolument différents pour faire avancer son opinion. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir une opinion commune pour tout le monde, mais il s'agit de ne pas se restreindre dans une opinion étriquée, c'est-à-dire d'avoir un prisme le plus large possible. Voilà. C'est de rajouter des couleurs sur sa palette. Et vous, Christophe, j'imagine que vous êtes un peu plus restreint par les chiffres
et les calculs et tout ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours une phase de débat ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va décider du chemin à prendre pour ce qui est des recherches? Il y a un peu tout, hein. Nous, si vous voulez, il y a une chose qui n'existe pas vraiment lorsqu'on discute les résultats scientifiques, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire que seuls les faits comptent. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'expérience qu'on peut avoir, quand un fait est là, quand une observation est là, eh bien, on ne peut pas s'arranger avec cette réalité-là et faire passer une opinion à l'inverse. D'accord ? Donc, je pourrais peut-être résumer en disant que, in fine, bien sûr, il y a une personne, et donc souvent c'est le directeur de laboratoire qui prend la décision en disant bon, on va faire comme ça, on va avancer en faisant comme si, en prenant telle décision. Mais à la base, les résultats sont toujours très discutés si justement ils ne sont pas clairs et très tranchés, et c'est souvent le cas en biologie, hein. On a très rarement des résultats très, très tranchés, et donc à ce moment-là c'est vraiment les faits, quoi. C'est vraiment les faits qui sont pris en considération plutôt que les opinions. Par exemple, en science on entend des fois ah mais moi je crois que. Eh ben, moi je crois que c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout, les scientifiques. On ne croit pas, c'est pas une croyance, c'est les faits. Et c'est en fonction des faits, c'est en fonction de ce qu'on a observé qu'on va prendre des décisions. Et vous, Franck, est-ce que vous avez quelque chose à réagir par rapport à ça, par rapport aux faits? Est-ce qu'il y a toujours cette notion de fait en franc-maçonnerie ou est-ce que c'est beaucoup plus libre d'expression personnelle? Ah oui, parce que je comprends complètement ce que dit Christophe et j'y souscris absolument. Si j'étais à sa place l'après-midi, je me prêterais mais à 100% et sans aucune restriction à l'exercice tel que lui l'explique. Mais et si Christophe était avec moi le soir, aussitôt il déposerait son costume de scientifique et il ne s'attacherait plus aux faits mais à un ressenti. Et à partir du moment où on est dans un ressenti, parce que c'est personnel, c'est intérieur, ça n'a plus rien à voir avec la science. Là, ça devient complètement irrationnel. Les ressentis ne sont plus rationnels, ne peuvent pas se comparer avec ceux du voisin déjà, et il n'existe pas de science exacte du ressenti. Donc, je connais des scientifiques avec lesquels je travaille en loge qui sont dans un doute absolu et qui disent « je pense, je ressens ». Ils déposent leur costume, mais dès qu'ils retournent dans leur laboratoire le lundi matin, ils reprennent le discours habituel du scientifique, ce qui était absolument normal et incontournable. À part. À part? À part. On se retrouve avec nos deux invités, Franck Fouqueret et Christophe Granjas, pour la deuxième partie de cette interview croisée qui sera dédiée cette fois-ci à votre rapport à la communauté nationale. Alors, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui vous différencie de la communauté nationale, sans pour autant vous en exclure bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose de différent? En fait, où est-ce qu'elle est la frontière entre les deux? Franck, peut-être? Ça m'arrange pas parce que je me suis dit vivement que Christophe réponde, que je puisse réfléchir à la réponse. Vous voulez qu'on inverse? Non, du tout. Ça y est, chacun son tour. Je vais vous dire ce que je sens. Hein. Voilà. Je pense, et là c'est je pense là. Je pense que les maçons ne peuvent pas être coupés de la société. C'est impossible. À partir du moment où le maçon ressent et oui, se sent coupé de ce qui l'entoure, de ceux qui se trouvent en dehors de la loge, en tant qu'être humain, à ce moment-là, il s'éloigne de son travail maçonnique. En revanche, quand la porte est fermée, il est coupé de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Il n'y a plus de temps et il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le travail intérieur. C'est un petit peu comme si on demandait à un méditant que ça se passe dans une abbaye ou dans une pièce, une salle de sport, est-ce qu'à ce moment-là, il se sent proche des autres? Oui, il se sent proche de lui, proche de ce qui l'entoure, mais il n'est pas en communication, il est en lien, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais il ne peut pas être coupé, mais il ne peut pas être en interaction à ce moment-là. C'est un moment où il est en introspection. D'accord. Et alors vous, Christophe, je parlais de communauté nationale, mais est-ce que pour vous, ce serait peut-être plus un rapport à la communauté internationale, peut-être? Où est-ce qu'elle est la frontière entre la communauté scientifique et la communauté nationale ou internationale? Alors moi, pour être honnête, je suis bien content que Franck ait répondu avant moi, parce que malgré le temps que ça m'a donné, je n'ai pas trop eu le temps de réfléchir à ma réponse, parce que j'ai écouté attentivement Franck. Alors un coup, Franck a dit il ne peut pas être
dissocié de la communauté nationale. Moi, je dirais que pour les chercheurs, ils ne devraient pas être. Parce que c'est vrai que je pense que certains chercheurs sentent des fois que la communauté nationale ne les écoute peut-être pas assez ou ne les comprennent pas assez. D'accord ? Alors que c'est absolument essentiel. Et alors, à titre d'individu, le chercheur ne se sent absolument pas coupé de la communauté nationale ou de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un citoyen comme tous les autres. Il fait juste un métier, une passion qui est la science. Mais c'est vrai que lorsqu'on en vient à expliquer ce que l'on trouve, lorsqu'on en vient à essayer de vouloir convaincre la société d'une avancée ou du bienfait d'un produit ou de quelque chose comme ça, et bien c'est vrai que des fois on se sent un peu coupé, on se sent un peu incompris, je dirais. Et est-ce que vous sentez, on en avait déjà un peu parlé avec Franck lorsqu'on s'était rencontrés, d'ailleurs pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, l'interview est disponible sur YouTube, est-ce que vous avez senti que pour faire partie de cette communauté, vous aviez eu le sentiment d'avoir dû renoncer à quelque chose? Et je vais poser la question à Christophe pour commencer. Alors absolument pas. Je n'ai jamais eu l'impression de devoir renoncer à quelque chose pour faire partie de la communauté scientifique. Après, peut-être que pour arriver à développer les travaux, pour arriver à obtenir des résultats, effectivement, on doit s'impliquer énormément. Donc, quelque part, c'est peut-être un certain renoncement par rapport à d'autres activités. Mais dans tous les cas, pour ma part, ça n'a jamais été subi. Ça a toujours été voulu. D'accord ? Et vous, Franck, est-ce que vous avez renoncé à une part de peut-être votre liberté individuelle pour pouvoir prendre part à cette communauté qu'est la franc-maçonnerie ? Jamais aucune concession quant à la liberté de penser. Des concessions en revanche pour la liberté d'agir le soir, parce qu'il y a bien des soirs où je serai resté à la maison, mais on va travailler, on est ensemble. C'est un peu comme faire partie d'un club de sport. Il y a des soirs où on reste très bien devant la télé, il fait froid, on n'a pas envie de sortir. Donc voilà, ça ce sont des petites concessions qui ont été faites. Pour le reste, oui, quand même, il y en a une majeure, c'est que à partir du moment où on entre en maçonnerie, immédiatement on sent qu'on va laisser mourir sa vie profane. C'est-à-dire qu'on va se comporter, on ne peut pas se comporter comme un salaud vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la terre. On est obligé on a une sorte de mission, on a comme un flambeau dans la main et on se dit voilà, mon rôle va être de porter ce flambeau jusqu'à la fin de ma vie et le transmettre ensuite. Et au moment où je partirai, est-ce que j'ai été quelqu'un de bien ? Il n'y a pas un maçon se doit dire est-ce que j'ai bâti pour le bien de moi-même, le bien des autres. Donc pour ça, forcément, on est obligé de laisser mourir. On ne peut pas se dire je suis tout seul au monde et après moi le déluge. C'est pas possible. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde autour de vous ? Est-ce qu'il y a des francs-maçons ou des scientifiques qui ne se définissent que par cette communauté personnelle peut-être ? Oui, il y a des maçons qui rentrent en maçonnerie pour se protéger des autres. Donc ils se coupent du monde. Il y en a d'autres il arrive qu'il y ait des maçons qui rentrent avec le fantasme de la puissance, de la grandeur, de la richesse, en se disant je vais rencontrer plein de gens à l'intérieur et une fois que je serai dedans, je vais échapper à quelque chose, je vais échapper à la pauvreté, je vais échapper à ma classe sociale. Et une fois qu'ils arrivent et que la porte est fermée, c'est la déception absolue, parce qu'en fait on retrouve les mêmes personnes qu'à l'extérieur. La seule différence, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on s'est tous engagés à travailler sur nous pour améliorer la société. Donc là, c'est là que la déception commence, parce qu'on se dit, je venais pour me protéger de ce qui m'ennuyait, de ce que je ne voulais pas affronter, et en fait, là, j'y suis doublement obligé. Donc, ou ils démissionnent, ou ils se mettent au travail, mais il y en a toujours, comme dans toute communauté humaine, quelques-uns qui ne se comportent pas forcément bien, mais ils sont vite identifiés, et dans toute structure maçonnique normale, assez vite on les écarte ou on les exclut, ce qui arrive de temps à autre. Et vous, Christophe, est-ce qu'il y a des scientifiques peut-être autour de vous qui ne se définissent que par cette communauté-là ? Je pense que oui, je pense que comme dans toute communauté, il y a toujours des individus qui se définissent que par rapport à la communauté dans laquelle ils sont et par rapport à l'activité qu'ils ont. Je pense qu'il y a des scientifiques qui sont peut-être très ambitieux ou des scientifiques qui ont décidé de consacrer entièrement leur vie aux sciences et de finalement ne pas s'intéresser à d'autres aspects qui pour moi sont centraux dans ma vie. Donc je dirais que c'est à peu près la même réflexion que Franck. Je pense que c'est un peu la même philosophie. Il y a peut-être des gens qui arrivent en sciences en se disant tiens, je vais découvrir des choses majeures, je vais être perçu comme un excellent scientifique et puis très rapidement peuvent être déçus parce que
les expériences et la science, c'est quelque chose, ça marche pas, et des fois c'est complètement indépendant de la quantité d'efforts que vous avez produits ou de la pertinence des hypothèses que vous avez faites, même si elles sont très étayées et justifiées. C'est simplement que ça ne marche pas comme ça. Les secrets, en ce qui me concerne moi, de la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut sans arrêt remettre le travail sur l'ouvrage et faire de nouvelles hypothèses pour arriver à conclure. Et donc ça, il y a peut-être des personnes, oui, qui suivant leur niveau d'ambition, peuvent être amenées à me le vivre. Mais de mon point de vue, la majorité des scientifiques sont surtout motivés par l'envie d'arriver à démontrer des mécanismes, mais purement pour dire, j'ai réussi à démontrer quelque chose qui va peut-être servir demain à la société, à la population. D'accord. Et avant de terminer, est-ce que vous auriez peut-être une question à vous poser l'un à l'autre ? Je vous laisse peut-être quelques secondes pour réfléchir. Moi, j'en ai peut-être une parce que je vous l'avais plus ou moins directement posée quand vous étiez venu me visiter. Si on me demande comment devenir scientifique, je peux répondre très facilement. Si quelqu'un d'une autre communauté me demande comment devient-on, je sais pas moi, musicien ou artiste, ou je sais pas quoi, il me semble que je peux avoir des éléments de réponse. Par rapport à la communauté franc-maçonne, je dois avouer, je n'ai pas d'éléments de réponse en fait. Franck, est-ce que vous pourriez répondre alors ? Que Christophe reformule la question, parce que j'étais en train de l'écouter et puis j'ai décroché à un moment, je suis parti dans ma question à moi, j'ai sorti que ça allait être mon tour. Non, je me pose la question, je n'arrive pas à définir les critères qui me permettent de dire, tiens, j'aurais envie de devenir franc-maçon. Comment on peut un jour se dire, tiens, si je rejoignais la franc-maçonnerie, ça me permettrait de me réaliser à ce niveau-là, ça me permettrait de satisfaire une envie particulière ou de contribuer à la construction de quelque chose. C'est un peu ce genre de questionnement que j'ai. Oui. Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Quand on parle du hasard, j'ai envie de dire, on peut mettre dans le même sac le non visible. Et ce non visible, c'est très difficile d'avoir un esprit scientifique et de faire une analyse très objective avec des méthodes scientifiques, avec du non visible. Et le non visible ne peut pas s'analyser avec la tête, mais ne peut s'analyser avec autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on vient chercher en loge. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des réponses pour tous les sujets qui resteront sans réponse avec la science. Et c'est un peu la problématique. Si on rentre dans la spiritualité et qu'on va au bout de la spiritualité, je pense qu'on peut devenir fou. Si on entre dans la science et qu'on va jusqu'au bout de la science, et c'est la même chose avec la philosophie, on peut faire, comme certains philosophes, devenir fou. Donc, le juste milieu, c'est être en harmonie entre la matière, qui là, du domaine du scientifique, et le non visible, qu'on appelle esprit, qu'on appelle non visible. Et là, c'est ce qu'on va chercher en loge. Donc, j'aime avoir une démarche scientifique pour certaines choses, rationnelle, scientifique, cartésienne, et j'aime avoir cet esprit irrationnel, mais pas si irrationnel que ça. Voilà, si je peux, j'espère avoir répondu à Christophe. Christophe, ça répond à votre question ? Oui, en partie, mais en même temps, je reste avec certaines interrogations, parce que, moi, par exemple, je pense que, comme j'ai dit, je ne me définis pas qu'à travers ma condition de scientifique. On peut se définir par rapport à plein d'autres choses, et notamment quand Franck parle de choses non scientifiques et de choses... moi, ça me fait tout de suite penser, par exemple, par rapport aux croyances. Il se trouve que ça, c'est aussi une communauté dont je suis absent. Je ne suis pas particulièrement croyant, pas du tout, même d'ailleurs, dans aucune religion. Et donc, du coup, encore une fois, tout ce qui n'est pas science, je l'analyse avec mon regard scientifique, je pense. Et pour moi, c'est important de le faire comme ça. Et alors, Franck, est-ce que vous disiez tout à l'heure, si je me souviens bien, que dans votre loge, vous aviez des scientifiques. Est-ce que vous savez comment eux, ils arrivent à détacher leur appartenance à la science et à se rattacher à la franc-maçonnerie ? Oui. C'est que, justement, on lâche la tête, on lâche le pourquoi et le comment, on lâche ça se reproduit et on peut démontrer pourquoi, par quelque chose d'intérieur
où ça va peut-être se produire qu'une seule fois, mais ça ne peut pas s'expliquer. Mais il s'est produit quelque chose. Et c'est à partir de ce ressenti que je ne pourrai jamais démontrer à qui que ce soit parce que c'est purement intérieur. Et c'est en fait le cheminement, mais c'est extrêmement dur et je comprends. J'ai des amis, j'ai pas mal d'amis ingénieurs et on en parle très souvent. Et ils sont extrêmement cartésiens. Et à un moment donné, je ne peux pas expliquer. C'est comme d'aller voir un croyant dans le christianisme et de lui dire explique-moi, démontre-moi ce qu'est Dieu. Voilà, prouve-moi que Dieu existe. C'est très compliqué parce que ça ne se démontre pas, c'est quelque chose qui se ressent, c'est une expérience. Et Franck, est-ce que vous auriez peut-être une question à poser à Christophe sur sa communauté ? Sur sa communauté, oui, mais c'est pas sur sa communauté, c'est sur lui. Sur son expérience personnelle. Voilà. Il reste quelques secondes à Christophe à vivre, enfin je lui souhaite de longues années encore, mais on va se projeter dans quelques décennies, il lui reste quelques secondes à vivre. À qui va-t-il parler pour ces dernières secondes avant de partir en voyage, pour le grand voyage ? Oula, alors ça, c'est des questions... j'ai envie de dire, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit plus le mur. Je pense que... Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais ça sera pas un autre scientifique, ça c'est clair. Donc je pense que ça sera ma famille. Je pense que si je savais que j'allais donc mourir dans peut-être pas la seconde, mais disons l'heure, que ça me donne un peu le temps de contacter les personnes, je pense que c'est ma famille proche, mes enfants, ma femme, que j'irai voir et avec qui je partagerai les derniers moments. Ça répond à votre question, Franck ? Il n'y a pas de réponse à ma question. Il n'y a que sa réponse à lui, parce que on peut demander à 2 scientifiques, 100 scientifiques, ils auront tous des réponses, mais ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la curiosité de comprendre comment Christophe envisage la chose en imaginant. Ça, c'est toujours la même chose, comme il dit. Hein. C'est au pied du mur. Normalement, c'est au pied du mur qu'on rencontre le maçon, mais je sais, il n'a pas osé le dire, mais bon. Là, c'est au pied du mur qu'on rencontre le non-maçon, en fait. Mais non, ça répond très très bien, parce que c'est sa réponse, elle est forcément juste, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose de nous quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview croisée. Merci. Merci. Et puis, chers auditeurs, nous arrivons bientôt au bout de notre aventure. Alors, restez connectés, continuez à réagir, continuez bien sûr à nous poser toutes vos questions. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à notre écoute. À part. À part ? À part.